Ouais, bonjour à tous, bienvenue dans le QG, le rendez-vous politique de Télé-Grenoble avec chaque semaine un élu du territoire dont les décisions peuvent impacter notre vie quotidienne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Camille Gaillard-Migné. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes députée de la première circonscription de l'Isère, vous avez 49 ans, membre du parti Renaissance d'Emmanuel Macron, avocate de formation et depuis le 19 janvier, donc députée de l'Isère. J'ai envie de dire que c'est votre deuxième mandat, parce que vous avez déjà occupé ce poste de 2020 à 2022, alors dans une situation un peu particulière, puisque vous étiez suppléante d'Olivier Véran et vous avez pris sa place à l'Assemblée nationale quand il est devenu ministre de la Santé. Exactement, il a été nommé le 17 février 2020 comme ministre de la Santé. Et un mois après, le 17 mars 2020, premier jour du confinement, je suis devenu député de cette première circonscription jusqu'au terme du mandat en juin 2022. Effectivement, c'était une période particulière avec le Covid et toutes les restrictions qui ont pu accompagner les mois qui ont suivi. Vous étiez depuis directrice d'un fonds de dotation, Sésame, à Grenoble, qui a quelle vocation ? Voilà, c'est un fonds de dotation qui s'appelle donc Sésame que j'avais créé effectivement à la sortie de ce mandat avec le constat que des entreprises du territoire nombreuses voulaient davantage soutenir les associations et de l'autre côté des associations qui avaient besoin de soutien sans que la relation ne se fasse en tout cas de façon très efficace entre les deux. Et donc ce fonds de dotation, je l'ai créé et donc aujourd'hui il y a 40 entreprises, 70 associations qui œuvrent ensemble et soutiennent au soutien des associations, donc de l'action des associations au bénéfice de personnes vulnérables. Donc effectivement c'est quelque chose qui fonctionne très bien sur ce territoire parce qu'on a à la fois des entreprises très engagées et de nombreuses associations qui, elles aussi, œuvrent tous les jours sur ce territoire pour ces actions. Et donc à la fois pour des personnes en précarité, pour les femmes victimes de violences conjugales, donc pour les jeunes qui sont en recherche d'insertion. Donc c'est très varié et on a vraiment un engagement qui, à la fois, est basé sur le soutien financier, c'est un fonds de dotation, mais aussi un soutien matériel avec du don de matériel et du soutien surtout humain où les collaborateurs et les collaboratrices des entreprises sont invités finalement à participer et à faire des actions de bénévolat auprès de ces associations. Donc c'est vraiment cette capacité que je voulais mettre en œuvre de mise en relation, de faire des passerelles entre différentes finalement acteurs de ce territoire pour bien qu'on soit fiers de notre territoire, qu'on soit un territoire encore plus solidaire. Donc aujourd'hui, ce fonds de dotation évidemment continue à fonctionner et c'est Marie Barraud qui a pris ma place comme déléguée générale de cette action. On a eu quelques images d'une des actions que vous aviez menées autour du sport, du handicap et puis des chefs d'entreprise qui étaient là présents ce jour-là. Et les amateurs de sport ont reconnu sur ces images Alim Latrèche, mon suppléant, multimédaillé olympique, qui est votre suppléant. Exactement, Alim Latrèche, voilà, multimédaillé en paralympisme, en escrime. Merveilleux champion, effectivement, qui m'a fait l'honneur d'être mon suppléant dans cette campagne. Donc, effectivement, qui est aujourd'hui élu à mes côtés, avec qui on va continuer à travailler sur les sujets qui sont chers à son cœur, c'est-à-dire à la fois le sport. Il y a l'excellence, mais c'est le sport de tous les jours, l'action associative, parce qu'il est aussi président du club d'escrime grenoblois Parmentier. Il est lui-même aussi joueur de basket en fauteuil, donc de handi-basket. Donc, voilà, encore beaucoup de sujets à continuer à voir ensemble. Et puis sur le handicap, la place du handicap dans notre société. Bon, vous savez qu'il y a plusieurs ministres de cette circonscription, plusieurs députés de cette circonscription qui sont devenus ministres. Il est prêt, lui, dans l'éventualité où vous changiez de statut à devenir député ? Quand on est suppléant, on accepte toutes les éventualités, évidemment, mais c'était surtout pour moi important de l'avoir à mes côtés sur la campagne. Et puis là, maintenant, une fois encore, de continuer à travailler sur les sujets qui nous sont communs. Bon, alors si vous avez été élu, c'est parce que le titulaire du poste a démissionné, Hugo Prévost, qui avait battu Olivier Véran en juillet dernier, avant donc de démissionner à la rentrée de septembre suite à des accusations de violences morales et sexuelles. Une démission, on peut dire surprise, inattendue, qui offrait l'occasion à Olivier Véran de prendre sa revanche sur ce jeune député insoumis. Vous qui le connaissez bien, vous savez pourquoi il n'a pas voulu repartir quelques mois après sur sa circonscription ? Alors, je crois que la question, il faudrait vraiment lui poser. On n'a pas eu l'occasion on n'a pas beaucoup vu ces derniers temps. En tout cas, c'était l'opportunité sur une nouvelle élection d'avoir effectivement aussi de nouveaux candidats et de me donner l'opportunité effectivement de me présenter, de devenir député de cette circonscription. Donc voilà, en tout cas, j'ai fait un très beau parcours avec Olivier évidemment en tant que suppléante. Et puis je pense que ça a été un acteur et un élu très très nécessaire pour ce territoire et pour notre pays qui a beaucoup œuvré pendant le Covid et après. Et puis 12 ans de politique, c'est quand même déjà aussi long. Donc je pense que voilà, c'est une décision qu'il a prise en tout cas pour les raisons qui sont les siennes et qui m'ont donné la possibilité de me présenter et aujourd'hui d'être élu député de cette belle circonscription. Bon. Vous savez ce qu'il fait aujourd'hui, Olivier Véran ?
il a d'autres activités. C'est très bien que, voilà, après un passage en politique, il y a d'autres opportunités qui se sont présentées. Bon, je vais aller voir sur sa page LinkedIn. Hein, il a monté une boîte de conseil. Il est lobbyiste dans le milieu des technologies qui tournent autour de la santé. Enfin, si j'en crois, la définition qui est donnée de cette structure qui s'appelle Innov. Je ne sais pas le terme que vous employez. En tout cas, voilà, il a d'autres activités et je pense qu'une fois encore, il est important, on parle souvent du personnel politique et qu'on considère que souvent il n'y a pas de renouvellement. Une fois encore, il a beaucoup donné pour notre pays. Je pense qu'on peut tous, de façon consensuelle, considérer qu'il a tenu notre pays pendant le Covid. Donc voilà, donc aujourd'hui, il a une autre vie professionnelle qui s'ouvre à lui. Alors, il vous a soutenu, mais il n'a pas été présent pendant la campagne, alors que c'est son territoire qu'il a des attaches sur la circonscription. Par contre, il y en a un autre qui a mouillé la chemise dans les anciens ministres, c'est Gabriel Attal, hein, qui est venu avant le premier tour, en décembre, ce sont les images qu'on voit du côté de la place Sainte-Claire, et puis qui est revenu en janvier, avant le deuxième tour, faire campagne à vos côtés. C'était important d'avoir l'ancien Premier ministre comme soutien sur le terrain ? Alors c'était important aussi parce qu'il a plusieurs casquettes. Il a aussi la casquette de responsable du groupe, président du groupe à l'Assemblée nationale et président de Renaissance, en tout cas délégué général. Donc il a effectivement de multiples raisons de venir soutenir ma candidature. C'était pour moi une fierté de l'avoir à mes côtés pour faire campagne sur le terrain comme je l'avais fait pendant les 3 mois de candidature. Effectivement, c'est une personnalité qui est marquante. Mais une fois encore, dès lors que je rejoignais son groupe à l'Assemblée, il me semblait que c'était aussi important de l'avoir à mes côtés pour porter les messages qui sont les nôtres. Alors, je ne sais pas s'il a eu un impact sur le résultat. En tout cas, votre victoire a été nette, sans appel, hein, 65-35. Comment vous analysez ce score, alors que quelques mois avant, Olivier Véran, qui portait les mêmes couleurs que vous, avait été battu par un jeune candidat insoumis inconnu ? Alors, c'est vrai que ça appartient aux observateurs de faire cette analyse. En tout cas, c'était une élection qui était différente. Certes, pas très longtemps après, mais dans un contexte politique différent. Et puis, il me semble aussi, j'ai vraiment eu pour objectif dès le début de porter une candidature d'union. Dès le début, il y a 8 partis qui ont soutenu ma candidature, tous ceux du centre, qui allaient du centre-gauche au centre-droit. Et je pense que ça a apporté effectivement sur cette capacité à rassembler. Au second tour, d'autres candidats du premier tour, effectivement, ont soutenu ma candidature, ce qui a apporté encore cette capacité de rassemblement que j'ai porté pendant cette candidature, mais que je souhaite aussi porter dans le cadre de ce mandat, parce que j'ai vraiment la conviction, et vous vous rappelez tout à l'heure Sésame, qu'en fait, c'est en avançant groupé et dans une même direction qu'on peut véritablement avancer. Donc, je pense que effectivement cette capacité à rassembler des personnes qui autour d'un projet en allant du centre droit au centre gauche a certainement fait en sorte que ce résultat soit celui-ci. En tout cas, c'est une grande fierté pour moi et je remercie à la fois tous les électeurs qui sont déplacés évidemment pour ces 2 tours et évidemment aussi en particulier ceux qui ont voté pour ma candidature. On voit là les résultats du premier tour. Il y avait quand même 11 candidats, même si effectivement vous aviez rassemblé autour de vous les principales forces. Le candidat d'extrême droite, Alexandre Lacroix, a appelé à voter pour vous au second tour. Ça vous a dérangé cet appel ? Je ne l'ai pas écouté en fait. Il y en a d'autres qui l'ont entendu en tout cas. Je n'en ai pas pris en compte. Et vous savez, de toute façon, aucun parti n'est propriétaire de ses voix. On est en démocratie. Donc voilà, j'ai fait l'objet d'autres soutiens. Et puis peut-être aussi dans le contexte qui était celui-ci et qui est le nôtre aujourd'hui, j'avais comme adversaire au second tour un candidat de la France insoumise. Et on sait aujourd'hui, et je le constate maintenant tous les jours lorsque je suis à l'Assemblée nationale, quel est le positionnement de la France insoumise, qui cherche effectivement toujours le chaos, la déstabilisation, la contradiction permanente. Et je pense que ça aussi, dans ce message que je portais, et la personnalité que j'ai de porter une volonté de stabilité, de sérénité, a porté aussi à mon sens dans le cadre de ce débat et de cette élection. Alors comment s'est passé votre retour à l'Assemblée nationale ? Écoutez, ça s'est passé dans un contexte qui est un contexte national un peu particulier, mais en tout cas très heureuse et honorée d'y être de nouveau présente. J'ai eu un accueil effectivement très, très chaleureux de la part de mes collègues. C'est bien d'arriver après tout le monde, on se fait remarquer. Oui, mais voilà, mais en plus de façon effectivement vraiment particulièrement chaleureuse, ce qui pour moi était très, très
voilà, je ne crois encore, c'est une grande fierté puisque j'ai eu la possibilité dès mon élection, effectivement dès le mardi, de pouvoir poser ma première question au gouvernement et en plus de la poser au Premier ministre, M. Bayrou, et précisément sur ce que j'avais ressenti pendant cette campagne et sur ce besoin de rassemblement, de compromis et finalement ce qui s'exprime aujourd'hui par sa façon à lui de gérer, de rassembler autour de lui les forces politiques. Donc il me semblait que c'était important de montrer qu'effectivement il y avait eu aussi ce parallèle à faire entre cette élection et la façon qu'il a aujourd'hui d'être Premier ministre. Bon, ce sont les images qu'on voit justement à l'instant. Si vous avez pris la place d'Hugo Prévost sur la première circonscription de l'Isère, j'imagine que vous n'avez pas pris sa place dans l'hémicycle. Comment ça se passe? Parce que les places sont attribuées, donc... Tout à fait. Vous êtes situé comment? Je vous confirme, je n'ai pas pris sa place parce que ça voudrait dire que je siégerais au milieu de la France, des députés de la France Insoumise. Non, c'est le groupe qui vous donne votre place parmi, effectivement, dans l'hémicycle. Donc, pour vous dire, je suis la place 320 et donc qui, effectivement, vous retrouvez parmi évidemment, les députés de votre groupe. On fait d'un jeu de chaises musicales parce qu'il y avait quelqu'un, j'imagine, à la place 320 avant que vous arriviez. Alors, je suis arrivée une semaine après aussi. Il y avait tous les députés qui prenaient la place de ceux qui devenaient ministres, donc les suppléants qui arrivaient aussi. Donc on va organiser un peu une certaine jeu. Et donc finalement, aujourd'hui, voilà, j'ai ma place qui me convient très bien dans l'hémicycle. Bon, il faut siéger aussi dans une commission quand Tout à fait. Député. Alors là, vous avez eu le choix de la commission ou c'était imposé? Non, on m'a demandé. J'ai demandé à siéger à la commission des affaires sociales. Dans le cadre de mon premier mandat, j'avais siégé à la commission de développement durable et aménagement du territoire et à la commission des lois. Mais vraiment, pendant cette campagne, j'ai vraiment ressenti ce besoin, et ça a été un des sujets principaux sur la santé, sur le soin, sur l'accès aux soins, l'hôpital et sur ma circonscription. Et donc, j'ai souhaité m'engager sur ces sujets. Et la meilleure façon de le faire, c'était d'intégrer la commission des affaires sociales. On a pu traiter tout de suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Alors, pas dans tous les détails qu'on aurait voulu, puisque il n'a pas été vraiment débattu. Voilà, un contexte particulier, mais même en commission, avec un contexte particulier. Et là, vraiment, j'ai vu à l'œuvre les députés de la France Insoumise en particulier, qui, de toute façon, ont rejeté notamment l'ONDAM. L'ONDAM, qui est donc l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, qui sert finalement à financer notre assurance maladie, notamment nos hôpitaux, qui a été rejeté en commission. Donc c'est vrai que, quoi qu'il arrive, il a fallu effectivement après l'évoquer à l'Assemblée. Mais en tout cas, voilà, agir tout de suite sur ces sujets. Puis d'autres sujets qui vont arriver, qui vont être très intéressants, notamment les retraites, notamment le cannabis thérapeutique, notamment aussi une proposition de loi sur laquelle j'ai été désigné responsable de texte sur les salariés du nettoyage, où on sait aujourd'hui que ce sont des salariés qui sont mis en invisibilité, qui travaillent à des heures qui sont soit de nuit, soit des horaires atypiques. Et là, on va travailler avec une proposition de loi qui est présentée par le groupe écologiste sur certainement une PPL transpartisane pour pouvoir effectivement avancer sur ces sujets, puisque c'est des sujets qui sont importants. Donc voilà, déjà en tout cas au travail sur ces sujets à travers cette commission et d'autres textes qui viendront devant l'Assemblée nationale. Bon, c'est peut-être parce que vous arrivez seulement dans l'hémicycle, mais j'ai l'impression que vous pensez qu'il peut y avoir des ententes entre les différents courants sur des projets de loi. C'est imaginable? J'en suis persuadé, c'est vraiment une conviction que j'ai. Je ne sais pas si ce ne sont pas nécessairement des ententes, en tout cas c'est des recherches de compromis dans l'intérêt général. Il y a un autre sujet qui va bientôt effectivement être évoqué, c'est la fin de vie. On sait aussi que ce sujet finalement est transpartisan, qu'il y a des positions différentes au sein même du groupe. Il peut diviser dans le même clan, c'est le cas d'ailleurs dans la majorité entre guillemets de François Mais comme c'est le cas dans tous les autres groupes, que ce de LFI, OLR ou Parti Socialiste. Mais là c'est aussi un sujet sur lequel on va pouvoir avancer à mon sens de façon transpartisane pour pouvoir obtenir la majorité de députés de 289 pour pouvoir le voter. Et ça, c'est vraiment pareil, un sujet sur lequel je m'étais déjà engagé dans le cadre de mon premier mandat. Il y avait déjà eu un vote d'un texte qui avait été présenté par M. Falorni. On avait à ce moment-là voté l'article 1. Et là, c'est vraiment une demande très forte qu'on ressent des Français. C'est une demande sociétale. Il y a des positions aussi, pas toujours convergentes de la part de tout le personnel politique. Mais en tout cas, l'objectif est vraiment qu'à un moment donné, notre pays se dote de cette capacité de choisir et de choix pour la fin de vie. Et donc c'est sur un sujet aussi, sur celui-là, sur lequel on peut travailler. Mais j'ai vraiment la conviction que sur les autres, que ce soit en matière même économique, sociale, il y a la possibilité de rechercher des compromis. Sur la fin de vie, Emmanuel Macron a évoqué au moment de ses vœux l'idée de faire des référendums, de faire appel à la population sur certains sujets. Est-ce que celui-là, en particulier, peut se prêter à ce type d'initiative ? Ce sera au président de choisir les thématiques, mais là, on a une convention citoyenne qui a travaillé
On a un texte qui est prêt. On a beaucoup de députés qui sont déjà engagés sur ce sujet. Je pense que là, il faut, à mon sens, on doit pouvoir avancer vite avec ce qui est déjà, avec la matière qu'on a, que ce soit un ou deux textes. Moi, je prône, j'aurais souhaité que ce soit au sein d'un même texte qu'on puisse évoquer à la fois donc la possibilité de choisir pour la fin de vie et les soins palliatifs, parce que les soins François Bayrou, il ne veut palliatifs, pas ça, il veut diviser les deux. En tout cas, les deux thèmes doivent être absolument abordés. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait lors de mon premier mandat, mais je le referai lors de cette deuxième discussion, d'aller à l'hôpital rencontrer les soignants, les professionnels qui sont justement dans ces services, qui sont tellement indispensables pour pouvoir les rencontrer et échanger sur cette thématique. Donc, il faut qu'on aborde absolument les deux sujets. Mais à mon sens, le travail législatif est déjà bien avancé. Un texte est prêt. La Convention citoyenne s'est exprimée. Et donc, passer de nouveau par la voie référendaire ne me semble pas là indispensable, puisqu'on devrait pouvoir voter en l'état, que ce soit sur un ou deux textes, même si ma préférence aurait été sur un texte, comme c'est le cas, comme c'est la position qui a été exprimée par Yaël Braun-Pivet. Alors vous intégrez une Assemblée nationale très divisée et très instable. Il y a eu 4 premiers ministres en un an, depuis Elisabeth Borne, Gabriel Attal, Michel Barnier et François Bayrou. Quel regard vous portez sur le dernier, François Bayrou, qui ne vient pas de votre famille politique, hein, c'est le patron du MoDem? Alors, c'est pas ma famille politique, mais c'est une famille politique qui nous est très proche, hein, puisque dans le groupe à l'Assemblée, effectivement, on est très proche à la fois du groupe Horizon et du MoDem. C'est vrai que moi, je le vois maintenant, je le vois travailler depuis 3 semaines. J'ai déjà échangé avec lui. C'est un homme d'expérience. C'est un homme qui, effectivement, s'est toujours situé au centre de notre échiquier politique. Donc, cette capacité de compromis, il la connaît. Et à mon sens, la façon, justement, dont certainement, comment en parler, mais on a apporté le budget, avec cette capacité qu'il y a eu à travailler avec tous les groupes pour pouvoir avoir un budget qui puisse aujourd'hui être adopté, on l'a vu à l'œuvre. Et puis on en parlera aussi avec Bancorex. On a un Premier ministre qui s'est saisi de ce sujet, qui a reçu tous les parlementaires de façon transpartisane pour évoquer ce sujet. Donc à mon sens, il fait la démonstration dès ses premières semaines de cette capacité à faire du compromis, comme il l'avait annoncé. Et il me semble que c'est la meilleure des choses pour notre pays. Il a un gouvernement équilibré, selon vous, ou qui penche quand même plutôt à droite, comme l'estiment les observateurs de la vie politique nationale? C'est un gouvernement qui est composé de différentes sensibilités. Il me semble qu'aujourd'hui, en tout cas moi, ce que je ressens, c'est qu'on a un gouvernement qui est au travail et qui va pouvoir en plus travailler maintenant qu'on a un budget, chacun sur ses sujets. Et je crois qu'il faut surtout juger les personnes à leur acte. Et donc on verra effectivement la politique qui va ressortir de ce gouvernement et on pourra à ce moment-là la juger et la qualifier. Alors, il y a un ministre que j'imagine vous connaissez mieux que les autres, c'est Yannick Neuder, le ministre de la Santé, puisque il est ici député également de l'Isère, même si maintenant c'est sa suppléante qui a pris sa place. Il est venu d'ailleurs en janvier à Grenoble, c'était son premier déplacement en tant que ministre, à la Caisse d'assurance maladie pour dénoncer les fraudes sociales. Vous avez été surpris de cette thématique pour une première sortie du ministre sur son territoire? Il y a peut-être d'autres priorités pour l'hôpital? Alors, il se trouve que cette visite a eu lieu le lundi matin, lendemain de vous êtes d'ailleurs sur ces images, voilà. Vous venez d'être élu. Voilà, j'ai été élu le dimanche soir et le lundi matin, 8h30, j'étais effectivement sur le terrain sur cette visite. Il faut qualifier le sujet, c'était la fraude sociale, mais c'était surtout une fraude organisée. Il ne s'agissait pas de regarder quelle était la fraude des individus, mais davantage de regarder comment est-ce qu'on peut organiser au sein de la CPM. Et là, il y a des secteurs, des personnels qui ont été recrutés en lien avec la justice pour voir comment mieux avancer et surtout sur des systèmes effectivement qui aujourd'hui, en étant organisés, reprennent de l'argent à l'assurance maladie qui n'est pas donné à ceux qui en ont besoin et qui sont soignés. Donc c'était un sujet qui montrait qu'effectivement on a sur le territoire des organisations comme la CPM qui effectivement se dotent de matériel, d'outils et de personnel compétent sur le plan numérique pour aller effectivement maintenant être plus efficace dans cette recherche de la fraude sociale. Donc il me semble que le sujet était à mettre au calendrier sans difficulté. Alors, vous avez dit, il n'y a pas eu de route d'observation, élu le dimanche soir, et vous accueillez déjà un ministre le lendemain. Et puis, à l'Assemblée nationale, il y a tout de suite eu les discussions sur le budget 2025. Sans surprise, François Bayrou a sorti le 49.3 pour faire adopter le budget sans vote cette semaine. Si vous avez demandé votre avis en tant que parlementaire, vous l'auriez voté sereinement, ce budget ? Je l'aurais voté toujours dans cette idée de retrouver de la stabilité. C'est un budget quand même, il faut quand même le noter, qui a fait l'objet d'une commission mixte paritaire qui a été conclusive. Alors,
pour expliquer, hein, c'est vrai que c'est quand même plutôt rare sur cette thématique, puisque une communauté, cette instance est composée de députés et de sénateurs de toutes les sensibilités qui doivent effectivement à la fin se mettre d'accord sur un texte. Qui a été le 14 normalement. Exactement, ils sont 14. Et donc c'est sur un texte comme le budget, ça n'arrive jamais. Et là, effectivement, on a déjà ces députés-là ces députés qui étaient présents, et d'ailleurs il y avait Didier Rambaud, sénateur, qui ont pu effectivement échanger et se mettre d'accord sur une copie, on va l'appeler comme ça, qui était imparfaite pour chacun, puisque l'objet même d'un compromis, c'est de ne pas arriver à obtenir tout ce qu'on souhaite, sinon ça n'est plus un compromis. Et donc ce texte, je l'aurais voté, mais dès lors qu'il n'y avait pas de majorité à l'Assemblée, effectivement, ce 49.3 a été présenté par le Premier ministre, et cette censure n'a pas été votée. Et c'est effectivement, là, je tiens à souligner la responsabilité du Parti socialiste, qui en ne vantant pas la censure, a fait en sorte que, effectivement, ce budget soit aujourd'hui adopté, et qu'on obtienne, et ça a été trois termes que j'ai souvent repris pendant ma campagne, qui est ceux de la tribune qui avait été donnée par ces employés, les organisations syndicales et patronales au mois de décembre, qui véritablement appelaient à la responsabilité des députés pour de la stabilité, de la sérénité, et de la visibilité. Et grâce à l'adoption et grâce maintenant au fait que notre pays est doté d'un budget, on a effectivement maintenant la capacité à aller plus sereinement vers l'avenir, à avoir de la visibilité et à avoir cette stabilité qui est appelée par tous les Français. Donc il y a eu cette position d'intérêt général qui me semble être tout à fait responsable et qui fait qu'aujourd'hui on peut avancer et maintenant travailler. Bon, alors c'est un budget où on ne touche pas à l'armée, aux forces de l'ordre ou à la justice, hein, qui sont les précarés de Gérald Darmanin et de Bruno Retailleau. Par contre, ça baisse partout ailleurs. 300 millions d'euros en moins pour l'écologie, 700 millions d'euros pour le logement, 2,3 milliards pour le travail. Vous comprenez qu'à gauche, notamment, on réagisse fortement à un budget comme celui-là ? Alors, une fois encore, le budget n'est pas parfait, mais on a une situation économique qu'on sait aussi extrêmement difficile et il fallait effectivement un budget qui réponde aussi à cette situation. Sur les premières thématiques, au-delà du fait qu'on a les personnalités que vous avez évoquées au gouvernement, c'est des thématiques évidemment extrêmement aussi importantes. La justice, la sécurité, ça a été évoqué lors des débats aussi dans le cadre de cette élection, parce que ce sont aussi des sujets importants pour les Français. L'armée. On a aussi besoin évidemment de se doter, d'être doté d'un ministère qui soit solide. Donc je crois qu'on ne peut pas remettre en cause ces financements-là. Et après, effectivement, il y a eu des choix à faire, des budgets qui ne sont pas nécessairement en baisse, qui augmentent moins que ce qu'on voudrait. Mais effectivement, évidemment, un budget idéal aurait voulu que tous ces ministères soient davantage dotés. Mais une fois encore, il y avait un sens, une fois encore, et c'est le terme à retenir, de responsabilité qui devait faire en sorte que ces 14 que vous avez évoqués tout à l'heure et que le gouvernement soit responsable et qu'on puisse avoir un budget qui soit à la fois qui soit imparfait et qui réponde quand même aux enjeux de notre pays. Alors, il n'y a pas que la gauche qui est mécontente de ce budget. Les grands patrons lui reprochent aussi cette surtaxe sur les entreprises qui va être appliquée normalement pendant un an. Je crois que c'est pour les entreprises qui font plus de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Ça ne concerne pas Télé Grenoble. Bernard Arnault, le patron de LVMH, qui lui est concerné, a menacé de délocaliser sa production ailleurs qu'en France, évidemment. Comment vous jugez ces menaces ? Il a pris une position, je ne sais pas si vraiment on peut les qualifier de menaces. En fait, effectivement, une qualification un peu forte, enfin une position un peu forte. Moi, je crois qu'il faut quand même rappeler que notre pays a évidemment besoin d'une économie qui soit forte, d'entreprises qui soient installées évidemment sur son territoire. C'est des entreprises qui investissent, qui innovent, qui embauchent. Donc c'est véritablement ça, et c'est la politique de l'offre qui est faite par la majorité depuis 2017. Donc là, il n'y a pas de sujet sur cette question-là. Mais aujourd'hui, on l'a dit, on vient de le rappeler, la situation du pays est exceptionnelle. On a besoin effectivement d'efforts, on a besoin d'un équilibre. Ils ne jouent pas le jeu, là, les grands patrons, clairement. Ils vont pas jouer. De toute façon, le gouvernement joue le jeu et ce budget aussi, puisqu'effectivement, il y a une demande exceptionnelle, d'une aide exceptionnelle faite pour ceux qui peuvent le faire. L'objectif, c'était surtout que ce soit les entreprises ou les particuliers, parce que vous avez parlé des entreprises, mais il y a aussi les particuliers qui ont des revenus supérieurs individuellement à 250 000 euros ou en couple à 500 000 euros. Donc, on est sur des revenus, effectivement, qui ont des personnalités, qui ont des personnes qui ont des revenus importants, effectivement, de faire un effort exceptionnel. Il y a un sujet de solidarité, à mon sens, qui là peut-être est justifié au regard de la situation et qui surtout, vous l'avez rappelé, est temporaire. Donc, à mon sens, cet effort-là était mesuré et une fois encore, à situation exceptionnelle, demande exceptionnelle. Il n'y a pas un peu d'indécence quand même de la part de Bernard Arnault ou de ses grands patrons ? Je rappelle que LVMH, certes, embauche beaucoup de monde, mais gagne aussi beaucoup d'argent, sur un chiffre d'affaires de 84 milliards d'euros. L'an dernier, il y a eu plus de 12 milliards d'euros de bénéfices. On se rappelle que Bernard Arnault, il y a quelques années, a été épinglé dans l'affaire des Paradise Papers, pour avoir recours à des montages financiers offshore
pour acheter des yachts et éviter comme ça de payer certains impôts en France. Je parlais d'indécence ou une déconnexion de la réalité des problèmes des Français quand on se permet une sortie comme ça dans la presse parce qu'on va lui enlever un petit peu de ses gros bénéfices. Comme vous l'avez rappelé, il y a eu lui et d'autres qui ont pu s'exprimer sur ce sujet. Moi, en tout cas, en réponse, c'est de dire qu'une fois encore, il y a un sujet de solidarité nationale, de cohésion nationale, de concorde, où quand on a un pays qui est en difficulté, chacun doit faire son effort et on doit évidemment plus le faire lorsqu'on est en situation favorable, ce qui est le cas, une fois encore, des entreprises qui sont visées avec des chiffres d'affaires, on l'a rappelé, de plus de 1 milliard. Donc c'est à la fois des entreprises, il y en a peu qui sont touchées, enfin qui sont touchées en tout cas, qui sont concernées. Et à mon sens, cet effort est justifié au regard des besoins de notre pays. J'évoquais ces chiffres qui concernent la LVMH. Est-ce qu'on a un problème de répartition des richesses en France ces dernières années ? C'est toujours une situation compliquée d'évoquer. On voudrait toujours qu'il y ait évidemment beaucoup moins de personnes qui sont en difficulté et qu'on se répartisse, que ça se répartisse mieux. On a aujourd'hui des aides sociales qui ont été en augmentation tout au long de ces années et je continuerai à être très, très vigilante. Il y a évidemment cette obligation qu'on a d'aider davantage ceux qui en ont besoin et qu'on répartisse un maximum effectivement les fruits de notre croissance, de notre production, de nos entreprises auprès de ceux qui en ont besoin. Que chacun puisse trouver sa place, à la fois est un logement, est une famille et une activité professionnelle et puis s'épanouir, évidemment. Et donc tout doit être fait dans cet objectif commun. Et tout a été fait par le passé, selon vous ? Je vous dis ça parce que Emmanuel Macron avait théoriser le ruissellement, qui a surtout permis d'enrichir les plus riches. Alors, c'est pas moi qui le dis, mais la Direction générale des finances publiques. Je ne sais pas si vous avez vu ce rapport qui est sorti il y a quelques jours. Je ne sais pas s'il y avait une concordance avec l'étude du budget, mais qui a publié une étude sur les 20 dernières années et 40 000 foyers fiscaux les plus aisés, donc ceux qui déclarent plus de 500 000 euros par an, ont vu leur revenu doubler en 20 ans, plus 119%, 3 fois plus que le reste des Français, qui ont augmenté seulement de 40%. Et dans le même temps, le taux d'imposition de ces Français très riches est passé de 29% à 25%, alors qu'il augmentait légèrement pour le reste des Français. Ça, ce sont des chiffres factuels. Alors, c'est sur une période de 20 ans, mais Emmanuel Macron l'a été sur les dernières années. Comment les politiques peuvent enrayer ça ? Ils ont les pouvoirs, c'est eux qui régulent normalement ces choses-là. Alors, comme vous l'avez rappelé, la situation que vous évoquez, elle vient au-delà du mandat. Oui, mais je n'ai pas l'impression qu'elle soit... Vous demandez si les politiques ont été efficaces. À l'évidence, pas assez. Sinon, on n'en serait pas à ces chiffres. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'on doit travailler tous ensemble pour faire en sorte que ces situations... que cette différence qu'il y a se rapproche et qu'on ait moins de personnes effectivement qui soient en difficulté. Évidemment, c'est pas forcément la question que certains deviennent plus riches, c'est surtout que ceux qui n'ont pas assez, qui sont en dessous du seuil de pauvreté, qui sont juste au-dessus, soient davantage aidés et qu'on soit dans une société qui soit plus égalitaire, c'est sûr. Alors le budget est derrière vous à l'Assemblée nationale puisqu'il a été adopté. Quels sont les autres gros dossiers qui vont arriver là dans les prochaines semaines ? Alors, effectivement, on va dire que ça, c'était la première vraie étape pour pouvoir maintenant aborder les sujets concrets. Donc, on a le sujet des retraites, mais là, on a une façon de travailler qui me semble être tout à fait, qui a été abordée par le Premier ministre, qui est celle d'avoir d'abord une photographie de la situation. Donc, ça va être rendu là. Donc, il y a un rapport qui est rendu le 19 par la Cour des comptes le 19 février, qui nous permettra vraiment de connaître la situation objective de notre système de retraite en France, de la système de répartition. C'est incroyable de ne pas le savoir quand on est aux responsabilités depuis aussi longtemps, d'être obligé d'aller demander en 2025 à la Cour des comptes un rapport. En fait, ce qui est important pour pouvoir discuter sereinement d'une situation, c'est qu'on soit tous d'accord déjà sur le constat. Et je crois que c'était important d'avoir effectivement, de toute façon, cette première étape. Il aurait peut-être fallu le demander en 2023, ce rapport, non ? Il y a des rapports, nous sommes déjà en 2025, donc on va dire que non, mais la réforme a été discutée en 2023. Avoir les bons chiffres, ça aurait été peut-être... Mais il y a différents éléments. Et là, une fois encore, on demande à des personnes, on demande aux organisations syndicales et patronales de se retrouver dans le cadre de ce conclave, comme ça a été qualifié par le Premier ministre. Au-delà du terme, c'est surtout cette capacité à se mettre ensemble pour travailler. Et donc, il me semble que c'est la bonne méthode, avant de commencer à travailler, de savoir sur quels chiffres on s'arrête. Il y a tellement de chiffres. Des études, il y en a effectivement de nombreuses. Là, au moins, il y a des questions très concrètes qui ont été posées et donc qui permettront à ces organisations de travailler après ce sujet des retraites. Donc là, effectivement, il y a ce sujet-là. Sur les sujets sociétaux, il y a le sujet, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, de la fin de vie. Et puis après, chacun des ministères, que ce soit l'écologie, que ce soit l'éducation, etc., vont pouvoir maintenant amener des sujets sur lesquels on va pouvoir travailler, chacun à la fois en commission et ensuite dans l'hémicycle. Sur la réforme des retraites, si vous aviez
été député en 2023, au moment où on a discuté de ce sujet pendant longtemps à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous l'auriez voté, cette réforme, en l'état? Alors, elle est passée en force, hein, mais les députés avaient largement eu le temps de se positionner sur le texte dans les semaines qui ont précédé. Très sincèrement, cette question est difficile parce que n'étant pas en responsabilité et quand je vois aujourd'hui, quand vous êtes effectivement à la place à laquelle je suis, on a tous les éléments pour décider. À la fois des éléments de contexte, des éléments de décision, des éléments de discussion, on en discute à l'Assemblée, etc. Donc c'est difficile pour moi de vous répondre à cette question. Ce qui est certain, c'est que le calendrier dans lequel les discussions ont été amenées, c'est-à-dire quelques mois seulement après l'élection présidentielle, ce calendrier-là me semblait effectivement compliqué. Compliqué parce qu'on était suite à une élection dans des circonstances qu'on connaît, avec un second tour contre le Rassemblement national, et donc avec des personnes qui avaient été amenées à voter au second tour pour faire barrage au Front National, donc Rassemblement National. Donc voilà, le contexte de cette discussion quelques mois après, là, me semblait effectivement compliqué, mais finalement sur le sujet lui-même, qui était de comment faire en sorte de faire évoluer notre système de retraite pour sauver notre système de retraite par répartition, parce que là, il y avait des difficultés de financement où il fallait faire le choix entre baisser les pensions, augmenter la durée, etc. Il y avait différents sujets. Donc là, effectivement, ceux qui étaient, je le vois, c'est-à-dire que quand vous êtes à l'Assemblée, évidemment, quand vous travaillez, vous avez la capacité de faire des auditions, d'entendre chacun et de vous faire une opinion. Donc cette capacité-là, vous ne pouvez pas l'avoir en n'étant pas en responsabilité. L'âge de départ à 64 ans, qui est un peu aussi un symbole de cette réforme des retraites, il faut le bouger selon vous? Il faut le redescendre? Une fois encore, on va travailler dessus. En tout cas, ce qui est important, et je pense que le Premier ministre a eu raison, c'est de dire qu'il a bien dit que tous les éléments de la réforme étaient sur la table, notamment l'âge de retraite. Parce que des députés macronistes à l'époque, certains en tout cas, s'étaient désolidarisés de cette réforme publiquement, Barbara Pompili notamment, mais d'autres également. Vous situez-vous comment dans l'échiquier de la Macronie? Plutôt de l'aile gauche ou l'aile droite du mouvement? Alors, je l'avais dit pendant la campagne, je suis social-démocrate parce que j'ai toujours été, effectivement, je suis rentrée, on va dire, au sein de ce mouvement En Marche en 2017 par la gauche. J'ai toujours eu des engagements de gauche et mon parcours professionnel aussi le démontre. Et donc, mon action aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est apporter à ce groupe, effectivement, cette sensibilité-là que d'autres ont, mais justement au sein d'un groupe qui s'est construit sur la base de 2017, c'est-à-dire sur cette capacité à dépasser les clivages et avancer ensemble sur ces solutions. Et avoir aussi une certaine liberté, comme d'autres l'ont sur différents sujets. Et ça a déjà été dit par d'autres députés depuis le mois de juillet, où effectivement on a si vous voulez, l'épicentre, on va dire, enfin le centre de notre action politique, c'est décentré aujourd'hui au sein de l'Assemblée, où on a 3 groupes et au sein duquel effectivement les députés ont aujourd'hui une liberté d'action et en tout cas une liberté de parole qui me semble être importante et à laquelle j'userai évidemment pendant mon mandat. Alors, il y a un sujet qui risque d'avoir du mal à déplacer les clivages, c'est l'immigration. François Bayrou a donné le ton il y a quelques jours en reprenant à son compte le concept de submersion migratoire qui avait été inventé par Jean-Marie Le Pen. Ça vous a choqué qu'il reprenne ce terme précisément? Je ne l'aurais pas utilisé. Et je n'utiliserai pas d'ailleurs aujourd'hui non plus. Je pense effectivement il y a des termes même pas utilisés. Après, il le fait en conscience ce jour-là. C'est pas un hasard. Il a assez d'expérience pour savoir la connotation que ça peut avoir. Il a décrit un sentiment que peuvent avoir certains Français sur la question de l'immigration, qui est une question qu'effectivement qu'il faut absolument aborder, sur laquelle il faut travailler. Mais il y a effectivement des termes qui, à mon sens, doivent être sur lesquels on va avoir une certaine attention. Et effectivement, ce terme-là, moi-même, en tout cas, si j'avais eu la possibilité, je ne l'aurais pas utilisé. Bon, vous rejoignez Yael Braun-Pivet, qui est président de l'Assemblée nationale, qui avait déclaré qu'elle n'était pas du tout à l'aise avec l'utilisation de ce terme. Alors, il y a les mots et puis il y a les actes. Il y a la réduction de l'enveloppe financière de l'AME, il y a la suppression du droit du sol à Mayotte, en tout cas une réduction qui a été votée cette semaine. Il y a le cas des immigrés illégaux en France où Bruno Retailleau veut durcir également les mesures les concernant. On est quand même pour l'instant sur des orientations sur le sujet de l'immigration qui font écho à ce que demande la droite. De la même façon, comme sur ces thématiques, je resterai très vigilante avec les sensibilités qui sont les miennes. Vous avez rappelé l'AME. L'AME, surtout, elle est sauvegardée. Elle est maintenue.
le principe Mais elle est attaquée. Mais justement, et vous voyez, dans ce budget, c'était un des sujets sur lesquels, effectivement, il y a eu beaucoup d'attention qui a été portée, parce que on démontre que cette AME, elle est indispensable, et aujourd'hui, il fallait absolument la conserver. Ça, c'était la chose tout à fait importante. Sur Mayotte, vous l'avez rappelé, effectivement, il y a un texte qui a été voté, mais qui rappelle sur des mesures qui sont totalement exceptionnelles, attachées à la situation de Mayotte, qui est quand même une situation effectivement très, très particulière. Ça a été rappelé de façon très régulière sur la proximité des Comores, et sur aujourd'hui, effectivement, l'arrivée de nombreuses personnes en situation irrégulière, mais c'est qui appelle effectivement... C'est Laurent Wauquiez qui propose ce texte, il sait très bien ce qu'il fait, qui a un symbole fort dans le fait de toucher même de façon très partielle au droit du sol. En tout cas, moi, ma position, elle est très claire, c'est que si et d'ailleurs, c'est celle qui a été rappelée par Madame Borne ces jours-ci, c'est-à-dire que s'il y a des mesures exceptionnelles qui doivent être prises sur ce territoire, en particulier au regard des circonstances, et une fois encore la situation géographique et la situation de ce territoire, et peut-être par des règles de droit du sol qui doivent être vues de façon restrictive, ça, à mon sens, il ne faut absolument pas y toucher de façon générale pour notre pays, parce qu'elle est basée sur des principes républicains, et il y a déjà des choses sur lesquelles on ne doit pas faiblir. Donc, en tout cas, mon avis et la position que je soutiendrai, ce sera celle-là. Jordan Bardella a déclaré cette semaine dans la presse, demandé à Emmanuel Macron de mettre en place un référendum sur l'immigration. C'est une bonne idée ? Alors, c'est déjà une idée qui n'est pas possible, puisque la Constitution ne le permet pas. Donc, avant même qu'il y ait un référendum, il faudrait une question qui contournerait peut-être les contraintes constitutionnelles. Une fois encore, je pense que c'est pas la bonne façon d'aborder ce sujet. Et donc, moi, à mon sens, on ne doit pas toucher aux principes qui sont les nôtres. Alors, on a beaucoup parlé de sujets nationaux. L'actualité nationale rejoint aussi l'actualité locale en Isère sur certains thèmes, et notamment sur l'avenir de la plateforme chimique qui se situe sur les communes de Pont-de-Claix et de Jarry, au sud de notre agglomération. Les salariés se battent depuis des mois pour sauver leurs usines, leurs emplois, notamment l'usine de Vancorex, qui a été la première à se mettre en grève, avec plus de 400 salariés qui pourraient être liquidés dans quelques jours. Et puis, on a également Arkema, qui est l'entreprise voisine, qui a annoncé la suppression de près de la moitié de ses emplois, 154 postes sur 350. Pour sauver cet outil industriel, les élus isérois, toutes sensibilités confondues, ont signé une tribune pour demander au gouvernement de nationaliser Vancorex. Alors, vous n'étiez pas encore député au moment où ils ont fait le tour des élus. Est-ce que cette tribune, vous en êtes solidaire ? De toute façon, en tout cas, vous avez parlé tout à l'heure de mon début de mandat. Effectivement, après avoir été élu dimanche, dès le mercredi matin, j'étais aux côtés des élus du territoire, à la fois M. Ferrari, maire de Pont-de-Claix et président de la métropole, et Raphaël Guerrero, qui est maire de Jarry, mais aussi de Cyrielle Châtelain et de Marie-Noëlle Battistel, qui sont finalement les deux députés concernés. J'étais à leur côté, donc, au ministère de l'Industrie, pour justement, effectivement, porter ce sujet sur ces deux entreprises. Vous l'avez rappelé, c'est à la fois un sujet social, et c'était aussi évidemment solidarité aux salariés et à leurs familles, qui vivent là une période évidemment compliquée, mais c'est aussi un sujet qui est un sujet de souveraineté, d'attractivité de notre territoire, sur lequel il faut évidemment y aller, soutenir de façon transpartisane. Et si j'ai voulu le rejoindre immédiatement, c'est parce que je souhaitais aussi finalement être facilitatrice et faire une passerelle avec la majorité à laquelle j'appartiens, et ce lien avec effectivement le gouvernement que j'ai du fait de mon placement politique, et donc pour pouvoir aussi à la fois rencontrer le ministre et puis rencontrer le Premier ministre, qui a été le cas mardi dernier, donc pour pouvoir porter au plus haut cette question, puisque une fois encore on est vraiment sur un sujet qui est vraiment unique, puisqu'on est même au-delà de ça sur qu'est-ce que c'est que l'avenir de la filière chimique en France. On sait que notre majorité a beaucoup œuvré pour la réindustrialisation, mais il faut aussi œuvrer pour l'industrialisation et le maintien de nos industries, donc c'est aussi un sujet important. Et donc il faut absolument que sur cette question, il y a à la fois beaucoup de salariés qui sont concernés, vous avez raison, mais il y a aussi sur tous ces sujets encore plus larges de souveraineté et d'industrialisation, l'absolue nécessité à ce que toutes les solutions aient pu être traitées, que toutes les questions aient pu avoir eu des réponses. Et ça a été le sens de l'intervention du Premier ministre, qui a demandé, et ça c'est un courrier qu'on a signé de façon commune avec tous les élus, de poser des questions, des constats et des questions très précises, pour que après l'État soit amené à y répondre, et sous sa responsabilité. Donc on voit là quand même l'importance du sujet.
et le fait de le faire de façon, une fois encore, transpartisane, avec la méthode que j'ai souhaité apporter dès ma campagne, sur cette capacité à travailler ensemble lorsque l'objectif commun, lorsqu'on a un objectif qui est commun, qui est celui ici, de faire en sorte qu'on soit sûr que tout ait été fait et que la solution la meilleure soit trouvée pour ces entreprises et notre territoire, enfin la plateforme de Jarry, notre territoire et notre pays. Parce qu'on va bien au-delà, puisque ces entreprises vont aussi sur des sujets effectivement stratégiques qu'il est important de bien avoir en tête. Alors là, vous évoquez la réunion avec le Premier ministre cette semaine. Il y en avait une la semaine d'avant avec le ministre de l'Industrie qui avait été catégorique, qui avait fermé la porte à une potentielle nationalisation de Vencorex, même sur un temps court, pour essayer de sauver l'entreprise avant de trouver une autre solution. Ça veut dire que Vencorex, c'est fini. En mars, l'entreprise sera liquidée. Alors, sur les délais, le 6 mars, il y a le tribunal de commerce qui doit s'exprimer sur la liquidation de l'entreprise. J'ai été présente aussi à cette réunion avec le ministre Ferracci que vous évoquez. Et il y a cette demande de nationalisation qui a été donnée et sur lequel le ministre a répondu, mais tout en indiquant qu'il fallait voir s'il n'y avait pas d'autres solutions, quoi qu'il arrive sur cette plateforme. Alors, sa solution, c'était d'essayer de recaser les salariés de Vencorex ailleurs. Non, et d'ailleurs ça a été dit aussi par Christophe Ferrari et par les autres élus. Il faut une fois encore tout faire, quelles que soient les solutions, pour que sur cette plateforme, on ait à la fois les entreprises, mais aussi qu'on ait un maintien de l'activité. Vencorex, c'est aussi une source de chaleur qui permet à d'autres entreprises de fonctionner. Vous n'avez pas rappelé dans la liste d'entreprises, mais il y a Framatome qui a annoncé ce matin, pour lesquels peut-être qu'il va y avoir la moitié de ses salariés. Un délai, puisqu'une fois encore, en fait, il y a un risque d'effet en cascade ou d'effet en domino qu'il faut absolument effectivement connaître pour... C'est plus un risque maintenant, c'est vraiment un effet domino. C'est pour ça que cet effet domino, si on l'anticipe, il va falloir voir quelle solution on donne aujourd'hui. On a la mine de sel aussi, la mine de sel les éléments sont très clairs sur le fait qu'il va falloir aussi qu'elle ait une activité, parce que sinon elle peut être dangereuse écologiquement. Il y a aussi d'ailleurs sur le volet écologique, on a un site aujourd'hui qui est aujourd'hui pollué mais qui est utile pour cette industrie chimique. Qu'est-ce qu'on en fait si c'est fermé? Donc c'est vraiment avoir la vision la plus globale, et c'est pour ça que c'était important et que la méthode me semblait intéressante de la part du Premier ministre, finalement, de poser toutes les questions pour être sûr qu'à la fois la situation soit bien appréhendée, que la situation des deux entreprises, parce qu'on parle de Vencorex et Arkema, mais la situation des entreprises n'est pas tout à fait équivalente. On a Vencorex qui est effectivement une situation économique difficile, ce qui n'est pas le cas de Arkema. Qui réduit la voilure. En tout cas, voilà, et qui s'inscrit dans le prolongement de la situation, mais qui une fois encore une situation différente. Donc bien appréhender la situation du territoire, les deux plateformes, bien appréhender la situation des entreprises, la situation économique, l'interdépendance. On parle aussi de sécurité. Aujourd'hui, la sécurité du site dépend de Vencorex, donc il faut absolument anticiper ces difficultés de sécurité. Donc vous voyez, c'est tellement complexe qu'il fallait absolument poser toutes les questions pour avoir bien toutes les réponses avant d'avancer sur ce sujet. Mais si l'État dit non à un soutien d'argent public, à la nationalisation, qu'est-ce qu'il y a comme autre solution? Les repreneurs, ils se seraient déjà manifestés. Alors, il y a un repreneur chinois qu'on connaît, mais avec effectivement un nombre de salariés parfaitement insuffisant, parce que c'est 54. Après, ce qui est intéressant aussi lors de cette réunion, c'est qu'il y a aussi la région qui était représentée par son président. Il y avait Christophe Ferrari qui avait cette double casquette avec la métropole. Il y avait le département. Donc, il y a aussi un engagement finalement des collectivités. Et comment est-ce qu'on amène aussi les industriels? Ce qui est d'ailleurs aussi intéressant, c'est qu'il y a aussi les acteurs économiques du territoire qui ont fait une pétition qui a été transmise au Premier ministre. Donc, vous voyez, c'est finalement tout un territoire qui s'engage, à la fois acteurs économiques, à la fois acteurs institutionnels, et de façon transpartisane, puisqu'une fois encore, c'est une question d'attractivité de notre territoire, de souveraineté de notre pays. Vous êtes optimiste sur ce dossier? On a l'impression qu'on vit les derniers mois de l'industrie chimique en Isère, avec cette succession d'entreprises qui annoncent des difficultés. Vous évoquez Framatome, effectivement, qui n'était pas touché, en tout cas qui n'avait pas fait de déclaration ces derniers mois et qui se met au diapason de ces deux autres entreprises voisines. Je dirais plutôt que je suis combative aux côtés de ceux qui sont dans le dossier depuis le début, donc principalement les salariés, les organisations syndicales évidemment, qui sont là aussi organisées de façon transpartisane, je dirais, parce qu'elles sont toutes sur la même position, et auprès de mes collègues, et principalement Cyrielle Châtelain et Madame Battistel, puisque ce sont leurs circonscriptions. Donc je crois que là, ce qu'il faut, c'est montrer qu'on est tous ensemble alignés sur cette nécessité d'avancer ensemble, de faire les bons constats, de proposer les bonnes solutions pour obtenir les solutions les plus satisfaisantes. La deadline, c'est quoi? C'est le mois de mars? Il faut qu'au mois de mars, il y ait des solutions qui aient été validées par les pouvoirs publics? On l'a rappelé tout à l'heure, il y a en tout cas une date qu'on connaît, c'est celle du 6 mars, qui est celle du tribunal de commerce, qui devrait, si
les choses avancent comme elles devraient avancer, la liquidation judiciaire devant Vancorex, qui serait la première étape, effectivement, et une fois, et ça a été rappelé, une fois qu'on ferme, en tout cas une fois qu'on ferme une entreprise, évidemment, une plateforme, on peut pas, en tout cas, il est très compliqué, voire impossible de la redémarrer. Donc, mais on a un Premier ministre aussi qui est très sensibilisé à ce sujet, parce que lui-même a connu sur son territoire, à côté de Pau, la fermeture d'une plateforme chimique de Lac. Donc, il est au courant de la situation, il est au courant des difficultés qu'on peut avoir. Donc, voilà, une fois encore, tous les services de l'État, des ministères sont engagés sur ce sujet et c'est une fois encore sous la responsabilité du Premier ministre que les discussions sont engagées. Donc je veux croire en tout cas que tout va être fait pour qu'on puisse trouver la solution la plus satisfaisante. Vous ne lui avez pas demandé symboliquement de venir sur le terrain voir les salariés de Vancorex ou d'Arkema? Des visites seront peut-être prévues. Je crois qu'il y a différentes possibilités sont en discussion. Mais je crois une fois, ce qui est important, au-delà d'une visite possible, c'est surtout que les salariés soient écoutés, que les organisations syndicales soient écoutées, que les élus soient écoutés et qu'on puisse avancer sur les solutions. On change de sujet, on passe de l'industrie à l'agriculture. Il y avait les élections des chambres d'agriculture un peu partout en France, et notamment ici en Isère. C'est la FNSEA ou la FDSEA pour le département qui va conserver la gestion de la chambre d'agriculture iséroise. Ce n'est pas le cas partout en France. C'est le syndicat qui était dominant, hégémonique, on peut le dire, depuis de nombreuses années, et qui commence à être contesté notamment sur cette aile droite. Alors, dans les travaux des prochaines semaines, il y a un projet de loi d'orientation agricole. L'examen a, je crois, commencé dans les deux chambres. Il va y avoir le salon de l'agriculture. On va revenir donc sur ces sujets de façon un peu plus fréquente. Dans ce domaine, on a l'impression que le gouvernement est prêt à pas mal de concessions, quitte à revenir en arrière sur certains acquis environnementaux pour satisfaire les demandes des agriculteurs. Alors, je crois qu'il est vraiment trop tôt pour savoir aujourd'hui comment se positionner sur ces textes, puisque la discussion commence, comme vous l'avez rappelé. Il y a déjà eu des signes du Sénat, notamment, qui a adopté la semaine dernière un projet de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur, avec une mesure symbolique qui était la réintroduction d'un néonicotinoïde, qui est un des pesticides qui cause la disparition des abeilles. Rien que ce petit symbole a son importance quand même dans le débat qui s'annonce. Il y a plusieurs sujets dans votre question. D'abord, sur les agriculteurs, le fait d'avoir adopté un budget est une très bonne nouvelle pour eux, puisqu'ils avaient été l'une des victimes, entre guillemets, de la première censure, enfin de la censure, puisque... On leur avait promis des choses qui n'avaient pas pu se faire parce qu'il n'y avait pas de budget. Donc là, en tout cas, grâce à l'adoption de ce budget, les promesses qui leur avaient été faites vont pouvoir se concrétiser. Ça, c'est quand même la première chose. Après, il va falloir effectivement avancer sur ces sujets et de façon équilibrée avec des normes environnementales qu'il va falloir aussi conserver. Vous avez évoqué les néonicotinoïdes. C'est un sujet sur lequel je suis particulièrement sensible. C'est mieux que moi. Puisque j'avais été amené effectivement lors de mon premier mandat à voter sur ce sujet et j'avais écouté, on avait eu beaucoup d'auditions et donc on nous avait convaincus et j'avais voté pour une prolongation effectivement de 2 années pour trouver des solutions avec l'INRAE en lien avec les agriculteurs. Et aujourd'hui, il me semble, en tout cas moi, l'engagement qui avait été donné à l'époque qui était de 2 ans est passé. Donc il me semble que sur ce sujet-là, la position doit être très claire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de réintroduire des néonicotinoïdes en France. Ça a été, en tout cas, une fois encore, après avoir voté... c'est pas la position qu'a adoptée le Sénat. Ce sera en tout cas ma position sur ce sujet. La première circonscription, effectivement, comporte certains territoires agricoles, et parfois on l'oublie. Hein, la vallée du Grésivaudan. Voilà, et puis il y a au Sapé, il y a à la Tronche, il y a sur Bivier. Donc moi, c'est ma méthode, c'est que j'irai voir aussi ces agriculteurs, ceux du terrain, pour voir avec eux et discuter effectivement des contraintes qui sont les leurs et des possibilités de textes qui vont être discutées. Et puis enfin, il y a, comme vous l'avez rappelé, le salon de l'agriculture, qui est toujours un moment très, très, très intense, mais qui fait aussi la fierté de chacun de nos territoires. Donc je m'y rendrai évidemment aussi. Donc en tout cas, une fois encore, au contact de ceux qui sont sur ce sujet sur notre territoire, à discuter, mais très vigilante sur les sujets environnementaux et notamment, comme je vous l'ai dit, sur les sujets des néonicotinoïdes. La semaine dernière, à votre place, on avait un sénateur de l'Isère, Michel Savin, qui a voté ce retour en arrière, en tout cas sur ce pesticide. Je lui ai d'ailleurs posé la question, il avait son explication sur ce sujet. Mais il y a un rituel dans cette émission, c'est de demander à l'invité de poser une question au suivant. Donc Michel Savin s'est plié à l'exercice, on écoute la question qui vous concerne. Madame la députée, bonjour. D'abord, félicitations pour cette élection. Une élection qui est due
au deuxième tour un grand rassemblement autour de votre candidature, notamment le soutien de Nathalie Béranger, qui a fait une très belle campagne au premier tour, un très beau score, et qui a appelé à soutenir votre candidature pour faire barrage au candidat de la France Insoumise. Ma question est simple. Est-ce que vous prenez l'engagement aujourd'hui de soutenir la liste qui arrivera en meilleure position face à la liste de la majorité grenobloise dans quelques mois aux élections municipales? L'enjeu est important, vous le savez. C'est l'enjeu pour la ville de Grenoble, c'est l'enjeu aussi pour la métropole. J'espère que le rassemblement qu'il y a eu autour de votre candidature au deuxième tour des législatives pourra se réaliser soit avant le premier tour, mais soit au deuxième tour de cette élection municipale. Donc la réponse doit être claire. Est-ce que oui ou non, vous appelez à soutenir, quelle que soit la liste qui arrive en deuxième position, la mieux placée pour battre la majorité actuelle? Alors, la question de Michel Savin est claire. Juste avant que vous répondiez, on prêtait à l'époque des intentions à Olivier Véran de se lancer dans les élections municipales à Grenoble. Ça pourrait vous intéresser, vous ? Alors, la réponse va être très claire. Je ne serai pas. J'ai été candidate aux élections législatives. Je suis députée. Je ne serai pas candidate aux élections municipales. Bon. Alors, autre réponse claire, c'est la question que vous pose Michel Savin. Est-ce que vous soutiendrez la liste de votre majorité, que ce soit LR, Modem ou Renaissance, qui arrivera en tête, en tout cas la mieux placée, dans ces élections municipales qui auront lieu l'an prochain? Alors, comme vous l'avez rappelé, ces élections, elles ont lieu dans un an. Et aujourd'hui, on n'a pas de candidats, on n'a pas de projet, on n'a pas d'alliance, on ne sait pas en tout cas comment vont se présenter les choses. Et donc aujourd'hui, c'est pas possible de répondre à cette question dès lors que je n'ai pas les éléments. Là, il vous parle des tendances des partis. Ça, on sait qu'il y aura forcément soit un candidat LR, soit un candidat Renaissance ou un candidat du Modem, pourquoi pas, qui mènera la liste. Et il n'a cité personne. Voilà, mais justement, vous énoncez toutes les hypothèses. Et donc, une fois qu'on connaîtra, qu'on aura des réponses à toutes ces hypothèses, à ce moment-là, je m'intéresserai aux élections municipales et je donnerai effectivement quelle est ma sensibilité, sachant que sur la circonscription, il y a 10 communes et donc il y a 9 autres communes où je pourrais donner ma même position, le cas échéant. Bon, il y en a une qui est plus importante que les autres, c'est Grenoble. Ce sera symbolique, cette bataille. Alors moi, je vais être plus clair peut-être que Michel Savin, puisque vous dites qu'il n'y a pas de nom. Il y en a un qui circule et je pense qu'il y faisait allusion, c'est le nom d'Alain Carignon, l'ancien maire de Grenoble, qui est membre des Républicains, qui ne cache pas le fait qu'il sera candidat l'an prochain pour les municipales et qui pourrait être cette liste qui arrive en tête. Si c'était le cas, si c'est la liste d'Alain Carignon, est-ce que vous, c'est quelqu'un que vous pourriez soutenir ou rejoindre? Une fois encore, on ne connaît pas les élections. On ne connaît pas. Vous évoquez une hypothèse. Là, je vous cite quelque chose qui est assez. Les observateurs de la vie locale savent que je ne pars pas non plus dans une hypothèse farfelue. Non, Monsieur Carignon n'est pas de ma sensibilité. Au-delà de sa candidature, je crois qu'il est important sur cette municipalité et sur cette commune qu'on ait des projets qui se forment, des personnalités qui se dégagent, des alliances qui se fassent. Et donc, c'est au regard de ces éléments-là que je pourrais donner éventuellement ma position. Bon, on comprend que vous n'avez pas envie de le soutenir, mais que politiquement, c'est un peu compliqué. C'est la réponse c'est la réponse que je vous ai donnée. Je crois qu'il faut être sérieux sur ces sujets. On a une élection, on va avoir des élections municipales. On a une ville, effectivement, qui demande, une fois encore, à ce que, effectivement, il y ait peut-être une capacité de rassemblement de certains acteurs. On a un besoin surtout d'un projet. Je crois qu'au-delà des personnes et au-delà de cette volonté d'en permanence se cliver, opposer et mettre des personnalités, au-delà des personnes, il faut avoir absolument un projet pour cette ville. Et je crois vraiment qu'il est possible et qu'il y a matière à faire en sorte que, effectivement, on ait un projet qui soit à la hauteur des enjeux. Et c'est au regard de ce projet que je pourrais donner ma position. Bon, votre collègue Émilie Chalas, qui était également députée de Grenoble il y a encore quelques années, était plus claire là-dessus. Quand on lui parlait d'Alain Carignon, pour elle, c'était impossible de le soutenir. Alors, elle a peut-être changé d'avis depuis. C'est elle la candidate naturelle de votre camp pour Grenoble. Elle ne cache pas qu'elle a envie de repartir sur l'élection municipale, Émilie Chalas.
Émile Chalas a été candidate aux élections, à cette élection municipale. Donc, c'est certainement un sujet qui l'intéresse encore aujourd'hui. Mais je vais de nouveau me répéter. Il ne s'agit pas aujourd'hui que je dise que si je suis opposé ou pas à tel ou tel candidat. Je pense que ce qui est important, c'est que moi, je me consacre d'abord à mon mandat de député. Oui, mais comme je vous l'ai indiqué, c'est un sujet qui vient dans les discussions. Comme je l'ai indiqué, je suis moi-même pas candidate. Et donc, je pense que j'ai beaucoup de sujets à la fois nationaux et de circonscription à mener. Par contre, je souhaite effectivement que certainement sur Grenoble, on ait des personnes qui s'engagent au sein de différentes, avec leur sensibilité, pour construire un projet qui soit à la hauteur des enjeux de cette ville. Donc voilà quelle est ma réponse. Bon, vous ne voulez pas vous mouiller pour l'instant sur l'orientation que pourrait prendre la campagne. Je ne reprendrai pas cette expression. des municipales. En tout cas, les choses se précisent à gauche avec 3 candidates à la candidature qui ont été présentées il y a quelques jours, réunies sur cette photo. Margot Belair, qui est adjointe d'Éric Piolle en charge de l'urbanisme. Lucille Lheureux, qui est adjointe aussi d'Éric Piolle à la culture. Et puis une nouvelle entrante qui ne fait pas partie de l'équipe municipale actuelle, Laurence Ruffin, qui est chef d'entreprise d'une SCOP installée à Saint-Martin-d'Air. La voilà, Laurence Ruffin. Vous la connaissez, Camille Gaillard-Minier? Vous l'avez déjà rencontrée? La SCOP Alma qu'elle dirige est une SCOP importante sur le territoire. Je la connais puisque Alma fait partie des entreprises de Sésame. Donc mon autre casquette, où parmi les 40 entreprises qui composent ce fonds de dotation, il y a l'entreprise Alma, qui est une société coopérative. Et donc j'ai notamment travaillé surtout avec les salariés de cette entreprise qui sont très actifs au sein de Sésame et à chaque fois qui sont très moteurs dans les actions qu'on a menées. Donc, et je connais donc de ce fait, je connais leur PDG. Vous êtes surprise de l'avoir arrivée comme ça, comme une des prétendantes à la mairie de Grenoble? Je ne suis pas de surprise. Chaque habitant de Grenoble a la possibilité, s'il le souhaite, de se présenter à cette élection. Non, je n'ai pas de surprise. Ce qui va être intéressant, c'est de voir quel est surtout le projet, une fois encore, au-delà des personnes, qui sera porté par cette parti, par ce mouvement politique, et surtout le projet qui va être construit en face par ceux qui voudront, qui souhaiteront construire ensemble un projet alternatif pour Grenoble. Alors, il y a le projet, mais les élections municipales sont quand même incarnées par le maire ou la mairesse, peut-être plus que dans un autre type de scrutin. Laurence Ruffin, qui est la sœur de François Ruffin, je pense que vous le saviez, l'ancien leader insoumis, qui est un peu en marge de son mouvement actuellement. On verra ce que ça donne dans les prochains mois. Vous votez sur quelle commune, vous, Camille Gaillard? La Tronche. Bon. Très bien. Il y aura peut-être de l'enjeu aussi au municipal à la Tronche. Puisqu'on parle de vote, Éric Piolle a évoqué cette semaine dans la presse l'idée d'un référendum sur la légalisation du cannabis, qui est un sujet important. La campagne, d'ailleurs, à Grenoble pourrait se jouer autour des enjeux sur la lutte contre le narcotrafic. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition ? Je pense que la lutte contre le narcotrafic doit être prise très au sérieux. Ça a été un thème important pendant ces 3 mois de campagne. C'est un thème important qui est effectivement aussi au niveau national. Malheureusement, il n'y a pas que Grenoble qui est touché par ce trafic. C'est aussi d'autres communes en France, la France de manière générale et de façon internationale. Donc moi, il me semble surtout qu'il faut aujourd'hui aborder ce sujet de façon très très concrète auprès des habitants, parce qu'il y a des habitants qui souffrent aujourd'hui tous les jours de ce trafic. C'est trouver sur le territoire une action concertée entre à la fois la justice, la police, les collectivités. Je pense que chacun doit être à la hauteur des enjeux. Et évoquer ce référendum, cette solution, c'est à discuter. Mais je crois que c'est pas coordonné avec l'urgence qui est aujourd'hui de faire en sorte que tous les élus, et on voit que c'est pas toujours le cas, en tout cas de la même façon entre Grenoble, mais quand on le fait sur Échirolles ou son Fontaine, donc des élus qui soient concrètement engagés aux côtés de tous les acteurs pour trouver des solutions, que ce soit sur effectivement des questions comme la vidéosurveillance, la police municipale. Et là, je n'évoque pas des solutions, ce que je pense comme étant indispensable, et j'espère le rencontrer très prochainement pour évoquer ces sujets. C'est juste comment on fait en sorte de pouvoir agir de façon très très concrète et efficace surtout, et à l'écoute des habitants et de ceux qui en souffrent aujourd'hui quotidiennement. Un parquet national au niveau national, ça me semble être très important, puisque effectivement c'est un sujet qu'on doit porter au niveau national. Il y a des actions qui sont portées au niveau du gouvernement qui me semblent aussi importantes pour qu'on puisse maintenant agir de façon très très efficace sur ce sujet. Vous parlez d'efficacité, mais ça fait 30 ans que les mesures s'enchaînent, le tout répressif, et que finalement le trafic augmente, que le nombre de consommateurs explose également. Le constat d'Éric Piolle, c'est de dire ça ne marche pas, ça ne sert à rien de s'enferrer là-dedans.
changeons d'orientation, légalisons le cannabis, qui est aujourd'hui consommé par plus de 5 millions de Français, si on en croit les études. Est-ce que c'est une piste intéressante, ce qu'il propose? Alors, c'est ce que pense M. Piolle, mais c'est surtout ce que pensent d'autres personnes. Et il y a eu des rapports qui ont été faits sur ce sujet. Donc oui, il y a une question qui se pose. Il y a une question qui doit être débattue, mais ce n'est pas une question qui donnera des solutions à très court terme. Surtout, ça concerne uniquement le cannabis. Or, malheureusement, le narcotrafic, et lorsque ça fait des morts, aujourd'hui, ça fait des morts. Hein. On a 110 personnes qui sont mortes, on a 250 blessés. On va dire, c'est quand même, c'est extrêmement, c'est un sujet de sécurité, de santé publique finalement, qui vont bien au-delà que cette seule notion de cannabis que peut être la cocaïne ou d'autres drogues. Donc, à mon sens, surtout, il y a des priorités aujourd'hui, et c'est le sujet. Enfin, vous l'avez dit, ça fait 30 ans, mais c'est pas parce que ça fait 30 ans qu'on doit baisser les bras. Il faut montrer justement à nos concitoyens qu'il faut agir de façon très forte, que chacun doit y être. Vous avez rappelé tout à l'heure les budgets. Les budgets, ils sont là aussi pour la justice, parce qu'il faut arrêter, il faut traiter les sujets, il faut des enquêteurs, il faut des gendarmes, il faut des policiers sur le terrain. Et tout ça, c'est plutôt des choses qu'il faut qu'on agisse sur le terrain. Et il faut que tous les acteurs, jusqu'au niveau local, soient partie prenante, non pas uniquement dans le discours, mais dans les actes. Et ça, je pense que c'est ce qui peut manquer sur le territoire grenoblois. Alors, justement, vous parliez de l'implication des acteurs. Eric Piolle laissait entendre que l'ensemble des parlementaires n'étaient peut-être pas complètement motivés par cette guerre contre le narcotrafic pour être, pour certains, des consommateurs. Il a proposé de faire des tests salivaires à l'Assemblée nationale, de tester tous les députés pour savoir s'ils consomment ou pas de la drogue. Est-ce que ça vous paraît une bonne idée? Je crois que c'est surtout, c'est pas à la hauteur des enjeux. Enfin, je sais, c'est difficile de répondre à cette question parce que quand on voit la difficulté qu'il y a et ce que ça engendre sur la hauteur de vue qu'on devrait avoir sur un sujet de sécurité nationale, c'est aussi de santé publique, de montrer que si les députés eux-mêmes sont impliqués dans ce trafic, puisqu'ils sont consommateurs, ils ne peuvent pas forcément apporter les bonnes solutions. C'est à mon avis prendre les choses de toute façon pas du tout dans le bon ordre. Une fois encore, je crois qu'il lui a été répondu par M. Darmanin qu'effectivement on pourrait aussi tester tous les conseillers municipaux. Enfin, vous voyez, je crois qu'on n'est pas, on n'est pas à la hauteur des enjeux et de ce que attendent nos concitoyens. Nos concitoyens, ils n'attendent pas qu'on discute ici de tests salivaires. Ils veulent surtout savoir qu'est-ce qu'on fait pour que cette lutte contre le narcotrafic soit effectivement plus efficace. Et comme vous l'avez dit, parce que malheureusement aujourd'hui, effectivement, en tout cas, c'est pas assez efficace, et qu'on soit sur des villes plus sûres, qu'on ait moins de consommateurs, qu'on ait effectivement des consommateurs qui comprennent ce que c'est de consommer et des dangers que ça a et pour leur santé et pour le pays, parce que consommer, c'est aussi effectivement faire partie d'un trafic général. Donc voilà, je crois que surtout, soyons à la hauteur, et chacun devrait aussi agir lorsque c'est possible. Bon, on voyait quelques images d'un clip vidéo qui a été mis en ligne cette semaine par le ministère de l'Intérieur pour sensibiliser à la lutte contre le narcotrafic et à la consommation de drogue. Et tout à fait. Je rebondis juste sur la consommation, parce que ça veut dire aussi, il y a aussi tout le volet d'action et de sécurité, mais il y a aussi le volet prévention et justement aussi et de désintoxication. Ça aussi, ça doit être pris en compte si on veut aborder de façon très globale ce sujet qui est très important. Bon, moi, je trouve l'idée d'Eric Piolle, même si effectivement il l'a fait sûrement pour faire le buzz, intéressante. On n'a pas le droit de conduire bourré. On pourrait estimer qu'on n'a pas le droit de voter des lois si on a consommé du cannabis ou de la cocaïne. Mais bon, ça c'est un autre débat. On termine par un sujet local. Ce jeudi, le tribunal administratif de Grenoble s'est penché sur la demande de la préfecture de l'Isère pour faire annuler les congés menstruels mis en place par certaines communes de l'agglomération. Grenoble, Pont-de-Claix, Cessiné ou Échirolles proposent à leurs salariés femmes victimes de règles douloureuses des jours de congés supplémentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative déjà des communes et puis de la réaction de la préfète de l'Isère? Sur le sujet, je trouve que c'est intéressant d'avancer sur ce thème, et je trouve que notre société et ses collectivités ont raison de s'intéresser à ce sujet. Sur la réaction de la préfète, elle me semble peut-être justifié, enfin sûrement justifié compte tenu des textes, parce que donc c'est des autorisations spéciales d'absence qui doivent être listées. Et aujourd'hui, de ce que j'ai vu et des échanges que j'ai pu avoir, mais je vais les prolonger avec à la fois la préfecture et je dois rencontrer des personnes de ces collectivités, notamment de la métropole. Mais visiblement, ça ne fait pas partie de la liste des autorisations spéciales d'absence qu'on peut aujourd'hui. Donc là, peut-être que justement, je vais pouvoir travailler sur ce sujet et pouvoir faire une proposition pour qu'on rajoute cette possibilité-là.
et qui doit être aussi adapté au nombre d'heures fait par chacun des fonctionnaires. Mais en tout cas, je trouve que ce sujet soit traité et qu'il soit mis en visibilité par ces collectivités, il me semble que c'est une bonne chose. Il n'y a pas un peu d'excès de zèle de cette préfète? Il y a plein de choses qui sont en bordure de l'égalité et la préfecture ne réagit pas de façon aussi rapide. Elle vient de rentrer en poste, hein, on la voit, Catherine Seguin, dont le mari est directeur de cabinet de Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur. Alors je ne sais pas si ça a un lien, mais d'avoir comme ça une fermeté sur un sujet qui est plutôt un sujet d'évolution de la société. Alors, vous me permettrez de ne pas juger de cette célérité. Elle est en tout cas dans un rôle qui est celui de faire en sorte que les décisions qui soient prises soient conformes à la légalité. On a connu d'autres décisions dans d'autres domaines où la préfecture est beaucoup moins réactive. Mais une fois encore, je pense que moi, ce que je souhaite, c'est pouvoir en tout cas, et c'est ce que je vais faire ces prochains jours, c'est déjà fixé, rencontrer les acteurs qui vont avancer sur ce sujet. Et comme je vous l'ai dit, je suis plutôt effectivement plus favorable au fait qu'on puisse avancer sur ces sujets, voir éventuellement si mon intervention et si je pourrais faire en sorte que s'il y a une difficulté juridique et une difficulté législative, on puisse avancer, que très rapidement, s'il y a une hypothèse d'absence spéciale, d'autorisation spéciale d'absence soit ajoutée, je puisse apporter ma pierre à l'édifice et qu'effectivement demain il n'y ait plus de difficultés, donc plus d'intervention, Madame la Préfète. On verra ce que dit le tribunal administratif qui rendra sa décision normalement dans une quinzaine de jours. Oui, sur l'urgence et après sur le fond en tout cas. Ouais. Il y aura 2 temps. La semaine prochaine, ce sera une ancienne ministre qui sera à votre place, Najat Vallaud-Belkacem, qui aujourd'hui dirige le groupe socialiste à la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui donc présente sur notre territoire. Je vais vous demander, Camille Gaillard-Minier, de regarder la caméra en face de vous et de lui poser une question. Oui, bonjour Madame Najat Vallaud-Belkacem. J'ai eu l'honneur, quelques jours après mon élection, d'être à l'Assemblée, de voter un projet de résolution qui a été voté à l'unanimité par l'Assemblée dès le 22 janvier, dans la nuit du 22 janvier, en présence de femmes iraniennes, pour leur donner tout le soutien de la représentation nationale et de notre pays dans le combat qu'elle mène en Iran à travers le mouvement Femmes, Vie, Liberté, et de condamner à la fois les acteurs politiques et une fois encore leur assurer du soutien de la nation française. Et donc vous, en tant que président de France Terre d'Asile et qui êtes engagé sur ces sujets, j'aurais voulu vous poser la question, est-ce que vous pourriez nous indiquer comment est-ce que nous pourrions mieux accueillir ces femmes iraniennes sur notre territoire ? Merci Camille Gaillard-Minier d'avoir participé à ce premier QG politique en ce qui concerne votre nouveau mandat de député. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions en ligne sur télégrenoble.net et puis nous retrouver sur l'antenne de Télé Grenoble le vendredi à 21h15, le samedi à 9h et le dimanche après-midi à 17h30.